Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir TK qui est présent sur les réseaux, sur YouTube, sur Twitter, qui tout simplement analyse, décrypte le marché crypto, qui fait des lives en direct pour vraiment expliquer à toute la communauté quelles sont un peu les prédictions, où peut aller le marché, etc. et qui apporte son expertise et sa vision. Super content de t'avoir aujourd'hui, TK. Comment est-ce que ça va? Bah écoutez, bonjour avant toute chose, bonjour à tous les personnes qui vont regarder, cette interview et bah écoute, moi je vais super bien, en tout cas pour le moment je me porte très bien. Un petit peu comme le marché des crypto-monnaies donc, on va pas s'en plaindre. Ouais, c'est exactement ça. Ça faisait un moment qu'on attendait que le marché soit aussi vert qu'il l'est aujourd'hui. Donc ouais, super, super content. Il y a des belles choses en tout cas qui arrivent. C'est quoi un petit peu toi, enfin, on va commencer déjà par ouais, qu'est-ce qui t'a amené à être où tu es aujourd'hui? Je suis curieux de savoir justement qu'est-ce qui t'a amené à vraiment t'intéresser aux cryptos, au Web3. Par quoi est-ce que tu as commencé? Si tu veux nous dire un peu plus, j'ai hâte de savoir ça. Ah, l'argent, comme tout le monde. Ah! La Non, base. non, non, ça y est, c'est vrai que comme beaucoup, je rigole toujours avec ça, mais c'est vrai que comme beaucoup, je me suis intéressé aux crypto-monnaies pour l'argent, ça c'est certain, je suis pas arrivé dans la crypto en me disant: «Tiens, je vais changer la face du monde, je vais révolutionner les choses». Je me Yes. suis dit vraiment, le but c'est de faire un peu d'argent. Le but encore une fois quand j'ai commencé, moi, c'était pas de devenir millionnaire, hein, c'était de gagner un petit peu d'argent de poche, pour me faire plaisir, en soirée, pour me payer un resto, un cinéma, que sais-je. Donc il y avait pas du tout une volonté de devenir multi-millionnaire ou autre avec les cryptos. Si je pouvais le devenir, ce serait pas plus mal, mais c'était pas la volonté de base. Et puis en fait, quand j'ai découvert l'écosystème des crypto-monnaies et de ça, j'ai compris qu'effectivement, il y avait d'une part l'argent, c'est clair, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent, il y a moyen d'en perdre beaucoup aussi, hein, il faut être honnête, mais il y a aussi une technologie, un sous-jacent, quelque chose qui est très intéressant, qui est apporté par justement cette fameuse technologie de la blockchain. Et ça, ben, voilà, ça fait partie aussi des points qui m'ont fait rester et qui font que bah, après toutes ces années, je suis toujours là, quoi. Ouais, incroyable. Incroyable parce qu'en plus toi, tu as commencé assez tôt, c'est quoi? C'est en 2013 où tu as découvert tout ce qui était bitcoin, blockchain et cetera, c'est ça? Ouais, donc en 2013, j'entends parler du bitcoin, la monnaie d'internet et cetera. Donc à l'époque, je suis déjà très, très présent, sur les réseaux, très fort dans l'informatique et cetera. Donc moi, ça me parle, sauf qu'en 2013, malheureusement, enfin malheureusement, hein, pour le coup, mais j'avais plein d'autres choses à penser. Je venais de me lancer dans la vie active, j'avais commencé un travail et cetera. Donc bon, OK, les crypto-monnaies, ça avait l'air sympa, mais à ce moment-là, j'avais, clairement la tête ailleurs. Et donc c'est par la suite, c'est en 2016 que je retombe de nouveau, sur les crypto-monnaies. Et là, comme je suis beaucoup plus installé dans ma vie, beaucoup plus posé, je me dis: «Bon, j'ai loupé 2013, j'ai pas envie de louper 2016». Et donc là, en 2016, vraiment, je me lance à fond là-dedans et je découvre l'écosystème, j'apprends, j'achète mes premières cryptos, je mine accessoirement des crypto-monnaies puisque moi, je fais plutôt partie de la catégorie, en tout cas au départ, j'étais un mineur de crypto-monnaies Mmh. avant d'être un trader. Mais donc vraiment 2013, première approche, mais réellement dedans en 2016. Ouais, donc ouais, 2016, 2016, ça fait quand même partie, des «early» entre guillemets, où voilà, où tu as vu l'écosystème, se construire, où il y avait, pas du tout autant d'informations que maintenant, où, c'était très niché. C'était Ouais. vraiment, très, très petit, la communication, elle se faisait enfin, aujourd'hui, on a Twitter qui est juste incroyable pour la communauté, pour échanger, pour se connecter avec d'autres personnes, mais voilà, à l'époque, c'était pas du tout ça et C'est hem clair. et ouais, non, c'est il fallait fouiller, fouiller, fouiller un peu partout. Et en termes de minage, ouais, je suis curieux de savoir un petit peu, c'est quoi quelles ont été, tes premières expériences? Qu'est-ce que tu minais? Comment tu le minais? Et comment, ouais, tu as pu avoir les infos pour le faire correctement? Parce que c'était pas gagné, quoi. Ah, tu as tout à fait raison. Déjà, en 2016, on n'a pas du tout l'écosystème comme à l'heure actuelle. Donc, il y a quasiment pas de contenu en français. C'est que du contenu en anglais, plutôt anglais technique. Il n'y a pas encore la mode des vulgarisateurs comme on a maintenant, où tu sais, tu as des gens qui t'expliquent comment utiliser la wallet, comment faire un transfert, ça n'existait pas, hein. C'était vraiment, voilà un portefeuille, débrouille-toi et tu verras bien ce que tu peux faire. Et donc, moi, c'est vrai que bon, j'arrive en 2016 dans l'écosystème des crypto-monnaies et je me dis, ça a l'air un peu beau, enfin un peu trop beau pour être vrai et j'ai peur de l'arnaque. Sachant qu'en plus à l'époque, comme tu le dis, c'est vraiment de niche et de ça. Maintenant, on parle des crypto-monnaies, ça te semble évident. À l'époque, les crypto-monnaies, c'était encore un peu, ça commençait à se démocratiser, mais c'était pas encore,
totalement répandu. Donc moi je me dis ouais, ça a l'air trop beau pour être vrai, ça sent un peu l'arnaque. Et donc je me dis bah tiens, soit je peux effectivement dépenser de l'argent et j'achète des crypto-monnaies, hein, on peut commencer à acheter du Bitcoin, de l'Ether et tout. Mais donc ça veut dire que je dois mettre directement la main au portefeuille. Soit je remarque qu'il y a la possibilité donc de faire du minage de crypto-monnaies. Ça veut dire que donc plutôt que d'en acheter, je peux faire tourner une machine à la maison qui va générer de la crypto-monnaie. Et ça tombe bien parce que j'ai à l'époque, et j'ai toujours d'ailleurs, un gros PC gamer, parce que moi je suis joueur sur PC. Et donc j'avais une belle bécane qui permettait justement de s'essayer au minage. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai lancé. Je me suis lancé pardon dans la crypto-monnaie plutôt que d'en acheter, parce que pareil aussi à l'époque les plateformes d'échange sont pas comme maintenant, t'as pas un beau Binance où tu fais ton virement en 24 heures, c'est là, c'était pas du tout comme ça. Et donc je me dis bah tiens, comme ça si au pire je me plante, j'aurais pas perdu grand chose, la machine je l'ai quand même, donc j'ai pas besoin de l'acheter, je l'aurais fait tourner quand je l'utilise pas, donc la nuit, etc., etc. Et donc c'est comme ça en fait que je vais arriver à faire mes premiers pas dans la crypto. Et c'est vraiment au moment où je vais me dire tiens, je vais vendre la crypto-monnaie contre des euros notamment pour voir si c'est réel et, si ce que j'ai fait existe, que là j'ai vu, ok, ça fonctionne, c'est bien vrai, il y a moyen effectivement de faire tourner une machine et comme ça de générer de la crypto-monnaie et donc indirectement du cash. Et c'est comme ça que moi j'ai débarqué vraiment dans l'écosystème. Et puis par la suite, je me suis impliqué, j'ai commencé à en acheter, etc. Quand j'ai vu, ok, c'est pas une arnaque, voilà. Ouais, ouais, mais ouais, il a fallu quand même se mettre dans le bain. Et c'était quel type de, c'était quoi les premières cryptos du coup que tu minais? Je suis curieux de savoir un peu ça, par quoi t'es passé et en termes même de fonctionnement. Bah, j'imagine que c'était que du proof of work ou c'était il y a déjà du proof of stake. C'était quoi un petit peu du coup? Alors pour commencer, pour la première partie de la réponse, à l'époque, je minais un shitcoin pas bien connu qui s'appelait Ethereum. Parce à l'époque, Ethereum, ça date de 2015, donc 2016, c'était pas bien connu. C'était un gros shitcoin. Non, à l'époque, c'était déjà intéressant, mais oui, Ethereum n'était pas l'Ethereum que l'on connaît à l'heure actuelle, donc c'était effectivement une crypto-monnaie qui avait une année d'existence, c'était pas grand-chose. Donc j'ai commencé par miner de l'Ether parce qu'effectivement, c'était déjà à l'époque, c'était effectivement l'une des plus répandues. Il y avait déjà du proof of stake parce qu'on avait déjà des crypto-monnaies qui fonctionnaient en proof of stake. De mémoire, c'était Dash qui combine proof of work et proof of stake qui existe toujours d'ailleurs, hein, mais qui à l'époque était bien plus haut dans le classement. À l'époque, Dash, je crois que c'était une crypto-monnaie du top 10. Maintenant, je suis même pas sûr qu'ils sont encore dans le top 100. Donc oui, ça existait déjà. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai appris le truc. Et encore une fois, comme je le disais, à l'époque, tu n'avais pas des beaux tutos bien faits, tu n'avais pas des systèmes d'exploitation tout sympa et tout. Tout se faisait à la main, en ligne de code, en ligne de commande. Et donc j'ai miné mes premiers Ethereum de cette façon-là, quoi. Avec, je crois que c'était à l'époque, il y avait déjà Ethos, je crois, Ethos qui était un système d'exploitation pour le minage d'Ether, mais moi je le faisais sous Windows et je crois que c'était avec CC Miner ou Claymore, je sais plus le logiciel de minage à l'époque, je crois que c'était Claymore pour le minage d'Ether. Enfin, de nos jours, ça ne parle à plus personne, mais à l'époque c'était ça, quoi. Et aujourd'hui, tu mines encore un petit peu ou tu as complètement arrêté le minage? Je continue un petit peu, je continue, ça tourne toujours. Là, actuellement, entre guillemets, je fais toujours du minage. Par contre, à l'heure actuelle, OK. je ne réinvestis pas dans du matériel, quoi. Parce que à l'heure Ouais. actuelle, le minage est quand même difficile, pas ultra rentable. Enfin, ça dépend ce qu'on fait comme type de minage. Et donc, bah, j'ai pas pour le moment vocation à racheter du matériel, sachant que j'étais déjà pas mal équipé, puisqu'à l'époque, je m'étais déjà pas mal équipé. Ouais, je comprends, je comprends. Puis c'est vite, ouais, c'est vite super cher. Et du coup, tu mines depuis chez toi ou tu mines depuis l'étranger, là où l'électricité est un petit peu moins chère? Alors je fais les 2. Je fais les 2. Donc j'ai d'une Génial, part, j'ai investi dans des fermes de minage qui, elles, sont à l'étranger et où, effectivement bravo. le tarif électrique est ultra concurrentiel. Et puis, bah, je fais du minage aussi un petit peu à la maison avec un tarif électrique qui est beaucoup plus cher. Mais donc, on va sur des plus petits projets de crypto-monnaie Ouais. qui offrent sur le papier de plus grosses opportunités, mais également qui peuvent beaucoup plus se planter. On n'est clairement pas sur du minage de Bitcoin où tu sais que voilà, c'est sur des rails et ça tourne tout seul, quoi. Je comprends. Moi, j'ai une question. Toi qui es un des early adopteurs BTC, ETH, et cetera. Heu, Quelles a été tes premières impressions en 2013-2016 quand tu l'as vu? OK, tu as cru au début que c'était un scam ou tu t'es dit: «C'est probable que ça en soit un». Mais comment à l'époque, parce que là, on parle de ça il y a 10 ans en arrière, comment à l'époque tu as réussi à te dire: «OK, je vais prendre le risque».
mais en même temps, il y a quand même des petits éléments qui me laissent croire que c'est fort. En plus, on sait par exemple, bon, 2013, il y avait quasiment que le Bitcoin. En 2013, on connaissait même pas son fondateur, donc le fameux Satoshi que tout le monde connaît toujours pas, mais là maintenant ça fait partie de l'histoire. Comment tu as réussi à te dire, ok, moi j'y crois, j'y vais. Enfin, bravo, hein, bravo pour vraiment ce que tu as fait. Mais comment tu as fait vraiment pour prendre ce risque? Simplement parce que je trouvais que c'était une belle promesse. Parce qu'effectivement se dire voilà, on va, avec Bitcoin notamment, on va rendre, la souveraineté monétaire aux utilisateurs, se permettre justement de redonner un contrôle total sur les fonds avec tous les risques que ça impacte, hein, on est bien d'accord. Mais Bien voilà, sûr. je trouvais que c'était une belle façon de faire les choses. Le risque, effectivement, c'était de se dire que c'était trop beau pour être vrai. Donc, j'ai pas, je suis pas parti du principe que c'était d'office une arnaque, mais plutôt on va y aller petit pas par petit pas parce que si jamais c'est une arnaque, si jamais je tombe, par exemple, Ouais. j'invente parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était beaucoup moins documenté qu'à l'heure actuelle, mais si c'était un système pyramidal ou que sais-je, un système comme ça, je me suis dit on va y aller petit à petit, on va y aller à la cool. Surtout, encore une fois, à l'époque, comme c'était pas ultra connu, il n'y avait pas un sentiment d'urgence en se disant ah je vais rater le train, ça va exploser. Voilà. Moi à l'époque, je m'étais dit si je mets 50 euros par exemple et que je les transforme en 60, j'étais déjà hyper content. Quoi. Il y avait pas cette vocation. Maintenant, tu as beaucoup de gens qui se disent ok, avec la crypto-monnaie, je peux faire beaucoup d'argent, j'investis dans des mêmes coins, ça va dans tous les sens, etc. À l'époque, voilà, moi, il n'y avait pas cette volonté de gagner beaucoup rapidement. Le truc, c'était de se dire, voilà, il y a peut-être moyen de faire un petit billet, ça peut être sympa. Et donc, c'est ça que j'y suis allé petit à petit. Et c'est justement, je pense, en y allant petit à petit, que Que par la tu t'es même occasion, rassuré. j'ai découvert petit à petit l'écosystème et ça m'a rassuré et je suis parti, quoi. D'accord, très intéressant. Bah, je pense que c'est important d'avoir, la vision d'un early adopter et de comment justement il a réussi à l'époque à prendre la confiance sur cet Mm. écosystème. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a des amis, des connaissances, des youtubeurs qui en parlent. Bon, voilà, on peut se faire notre propre avis, mais en 2013, c'était pas du tout le cas. Toi qui es du coup maintenant dans l'écosystème depuis, bientôt 10 ans, qu'est-ce que tu dirais si tu as la chance demain de croiser quelqu'un comme Satoshi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que enfin, ça serait quoi ton discours? Ça serait un merci? Ça serait, c'est formidable, pourquoi tu parles pas de toi? Enfin, qu'est-ce Ah que tu ouais. lui dirais? Qu'est-ce que Ah tu lui clairement, si dirais? j'avais la chance de le rencontrer, premièrement, je le félicite pour le travail qu'il a accompli. Parce que se dire effectivement que là, tu as un projet qui existe depuis 2009, donc on est en 2024, hein, donc ça fait déjà 11, 12, 13, 15 ans presque 15. que ça existe, que ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption, sans un contrôle par un État, sans censure, sans tout ce qu'on pourrait retrouver de traditionnel ailleurs. Eh ben, moi, je le féliciterais déjà pour ça parce que voilà, il a réussi à créer un écosystème unique et qui a su se développer, grandir de par lui-même, puisque comme tu l'as dit, Satoshi Nakamoto, il est inconnu, il a plus participé au développement du réseau depuis de nombreuses années. Et donc vraiment, il a laissé sa création vivre, et sa création est devenue ce que l'on connaît à l'heure actuelle, et c'est vraiment impressionnant. Donc moi, je le féliciterai pour ce travail, et je lui dirai merci, clairement. C'est impressionnant les personnes qui sont capables de faire des cadeaux comme ça et de pas se dévoiler. Parce que la plupart des gens, ils font des cadeaux et ils en parlent dans tous les sens. Parce qu'au-delà de faire un cadeau, il y a une innovation, il y a une intelligence derrière. Enfin, vraiment, il y a tout un concept. Et lui, il dit, bah moi, je veux pas qu'on parle de moi. Alors, on ne sait pas qui c'est, est-ce qu'il existe vraiment, est-ce qu'il est mort. Et voilà, on peut spéculer dans tous les sens, mais vraiment, c'est quand même assez formidable de se dire, je mets une bête comme Bitcoin à jour, mais par contre, personne ne saura jamais qui je suis. Mm. C'est juste impressionnant. Donc, C'est donc toi, d'ailleurs tu le ce qui fait la plus belle beauté de féliciterais. Bitcoin, hein. Ouais, Ouais, c'était ça. C'est ce qui fait la beauté de Bitcoin, parce que je pense que Bitcoin, à l'heure d'aujourd'hui, ne serait pas du tout le même si Satoshi Nakamoto était connu et par exemple que voilà, il serait révélé sur les réseaux et on saurait c'est cette personne-là. C'est d'ailleurs ça qui fait la grande différence entre Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies, quelles que soient les technologies, quel que soit ça, c'est que Bitcoin, il y a personne officiellement à sa tête, alors que toutes les ouais. autres crypto-monnaies, il y a un CEO, donc un patron, un dirigeant. Et donc là, tu as vraiment un visage, une tête à mettre sur le projet. Accessoirement, quelqu'un sur qui on pourrait faire pression, là où Satoshi Nakamoto, il n'y a personne. Tu peux pas faire pression sur Bitcoin parce qu'il n'y a personne sur qui faire pression. Ouais. Ah, c'est très, 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 très,
C'est très impressionnant en fait, cette logique et souvent quand tu crées une société, on en parlait juste en off avant avec Lupo, quand tu crées une société et que les investisseurs, les clients ne sont pas au courant de qui est à la tête de la société, directement c'est tu scammy, directement ça fait peur et là ça fait l'effet inverse, ça apporte une légende, ça apporte, un peu un attrait et ça apporte de la valeur donc c'est vraiment assez impressionnant et maintenant que toi tu es dans l'écosystème, tu as vu passer énormément, on va dire, d'exchange et de choses comme ça. Tu as réussi à passer entre les gouttes d'exchange comme FTX, Mongox et tous les problèmes qu'il y a eu à l'époque. Tu as réussi à slalomer au milieu de toutes ces histoires. Alors écoute, j'en ai évité beaucoup, mais FTX, Waouh. je l'ai pris dans la face. Donc Oh, j'ai évité Terra Luna parce que Terra Luna, je le sentais clairement pas et donc j'ai jamais touché à ça. Et là, pour le coup, je m'en suis bien sorti. J'ai bravo. évité, c'était comment Cryptopia à l'époque. Ouais, Cryptopia, pareil, qui était à l'époque un gros exchange. J'avais retiré avant, il me restait que des poussières, j'avais évité. Donc là, j'avais bien slalomé. Mais FTX, je l'ai pas, FTX, je l'ai pas vu venir. Je m'attendais pas à ce qu'une aussi grosse plateforme puisse fermer du jour au lendemain. Bon, après, maintenant, quand tu vois le procès de SBF, son ancien dirigeant, tu comprends bien que ça ne pouvait pas fonctionner, mais sur le papier, totalement. ça avait l'air pas mal. Et donc là, c'est vrai que pour le coup, FTX, je l'ai pris dans la face puisque j'ai toujours des fonds qui sont bloqués sur la plateforme. On parle effectivement d'un remboursement, mais un remboursement qui se ferait d'ici la fin d'année, avec en plus un prix au moment de la chute. Donc au final, avec un Bitcoin à 16 000 dollars, alors qu'on est à 70 000. Donc voilà, je considère que ça fait partie du jeu. J'assume totalement l'erreur. Je veux dire, j'en veux à personne. Mais voilà, j'ai slalomé entre les gouttes, mais je me suis pris quand même un mur au final. Moi, je crois que dans l'écosystème, tout le monde a un jour perdu un petit peu d'argent, hein. Ça, je crois qu'on en a tous perdu, soit via du trading, Ouais. soit via un placement sur, je sais pas, un système de bot, on te promet des trucs et en fait, ça fonctionne pas, soit, via une crypto, en fait, qui était, bah, tout simplement un shitcoin et qui a pump and dump et tu rien gagné. Enfin, voilà, voire tu tout perdu. Enfin, c'est malheureusement, dans l'écosystème, il y a de l'attrait et il y a du potentiel, mais malheureusement, bah, il y a les risques qui vont derrière ouais, ça doit pas être facile. Comment toi, tu utilises justement cette approche et toutes les connaissances que tu as, parce qu'on sait que tu es aussi consultant, donc que tu accompagnes beaucoup de gens et différents profils pour bah, investir ou se développer dans le secteur des cryptos. Comment justement toutes ces expériences te permettent d'avoir une approche unique avec tes clients? Ah bah, c'est clairement ça. En fait, c'est de par les années d'expérience que j'ai et le fait justement d'avoir vu beaucoup de choses qui se sont passées, des choses très bien comme des choses, pas bien du tout. Beh, voilà, je veux dire, comme tu dis, ça fait presque 10 ans que je suis dans l'écosystème, donc j'ai appris plein de choses, et donc il y a des comment dire? Je vais dire des astuces, parce que c'est pas une astuce sur le point, genre, voilà, si tu fais ça, tu vas éviter ça, mais plutôt, voilà, il y a moyen avec les années de repérer, entre guillemets, ce qui peut potentiellement poser problème, identifier les fameux red flags, hein, les drapeaux rouges, comme on explique ça. Bah, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années et à force de traîner dans l'écosystème, tu commences à te dire: «OK, ça peut sembler légitime, ça peut ne pas le sembler» et donc c'est vrai que, par rapport à des personnes, par exemple, qui commenceraient dans l'écosystème et qui forcément vont débuter, vont découvrir l'écosystème et vont se dire: «Ah ouais, non, ça a l'air super sympa». Alors que par exemple, pour moi, je me dis: «Non, c'est un red flag directement, c'est quelque chose qui ressemble à ce qui a déjà été fait avant» et cetera et cetera. Bah, c'est vrai que j'ai, une certaine expertise, que j'ai dans le domaine de par ces années à être dans l'écosystème et donc c'est vrai que j'ai, des personnes, qui viennent me voir et qui me disent: «Écoute, voilà, moi j'ai pas envie de faire de bêtises, j'ai envie d'en apprendre plus. Je regarde déjà des vidéos YouTube, je suis des conseils et cetera, mais c'est vrai que, avoir des fois comment dire? Heu, des pas des résumés parce que pareil, c'est pas vraiment un résumé, mais avoir un condensé plutôt. Avoir un condensé d'informations, utiles et notamment comment identifier, ce qui peut poser problème, comment bien opérer, notamment au niveau de la gestion de son portefeuille et cetera, bah, c'est quelque chose que je peux faire, notamment avec les gens. Moi, je dis toujours aux gens: «Je vais pas vous apprendre à gagner de l'argent, mais je vais surtout vous apprendre à éviter d'en perdre» et ça, c'est pas mal parce que gagner de l'argent, c'est une bonne chose, mais vous pouvez gagner tant d'argent que vous voulez. Si au final vous le faites voler, vous l'envoyez sur une plateforme, enfin vous avez fait une mauvaise manip et vous le perdez, vous avez beau avoir gagné tout l'argent que vous voulez, si vous n'avez pas réussi à faire les opérations qui vous permettent de vous protéger par la suite, ah bah, ça servira à rien. Et donc moi, je pars du principe qu'il faut d'abord bien sécuriser ses investissements, et puis après, on aura tout le temps de gagner de l'argent par la suite. On peut faire un peu la métaphore avec la conduite. Quand on apprend à conduire, déjà,
on apprend à ne pas avoir d'accident en fait déjà. Exactement. On apprend peut-être pas à être un pilote expert, mais en tout cas déjà, on comprend les codes, on comprend un peu les signaux. Il y a un feu rouge, il faut s'arrêter. Bah ok, il y a des red flags comme tu dis où là on n'y va pas. Et déjà on fait attention de ne pas avoir d'accident. C'est une métaphore qui peut être intéressante en tout cas, Exactement. parce que on l'a vu et c'est de la folie, ouais, comme tu dis, des gens faire voilà de l'argent, chacun à son échelle, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, etc. Et tout perdre ou enfin voilà plein de choses. Donc comme tu dis, en fait, c'est juste être éveiller les consciences. Et ça déjà tu le fais déjà à fond, bah, grâce à tout le contenu que tu produis. Mais c'est vraiment le fait de le faire aussi d'une façon un peu plus personnalisée, parce qu'on a tous notre niveau de conscience, Mm. bah, individuel entre guillemets, et on peut pas retenir toute l'information. Et comme tu dis, en fait, c'est aujourd'hui, il y a aussi tellement de choses que les gens peuvent être perdus. En tout cas, on a souvent des gens qui nous disent, mais du coup, je sais pas qui je dois écouter, qui je dois pas écouter, que faire, que quoi faire, etc., etc. Et, euh, et le fait d'avoir du conseil personnalisé, je pense que comme tout, bah, c'est aussi super. On peut être suivre un cours de natation en groupe, bah, ça remplacera jamais une personne qui t'explique comment bien nager pour toi en fonction de ce que toi, etc. Donc, super intéressant. On sait aussi que tu fais aussi, bah, du coup, même, enfin, tu as un super attrait à justement, comme tu disais, vulgariser les choses. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Tu le fais aussi en public. Comment Ouais. est-ce que c'est quoi? T'as été sollicité, tu t'es dit, tiens, en fait, c'est juste un truc que j'aime, alors qu'on pourrait penser que peut-être un peu le profil gaming, etc., tu as Mm. plutôt envie de rester tranquille dans ta chambre. Comment est-ce que ça t'est venu, du coup, ce côté, ok, je vais aller vulgariser tout cet écosystème en public? Bah, et là, tu soulignes un point intéressant parce qu'il y a effectivement le fait d'expliquer quelque chose, ça c'est un point. Et après, il y a le fait aussi de le vulgariser et de le faire comprendre au plus grand nombre. Et je considère vraiment que pour le coup, c'est deux choses différentes. Tu peux présenter des choses, les expliquer et le faire très bien, mais c'est pas pour autant que tu pourras la vulgariser et la faire apprendre à un max de gens. Et bah, je sais pas, je pense que c'est inné ça, parce que pour le coup, je l'ai jamais travaillé. Je veux dire, j'ai rien fait de spécialement pour ça. Mais c'est vrai que depuis le début, en tout cas, que je me suis lancé notamment dans la création de contenu, j'ai un côté vulgarisateur qui est bien mis en avant et qui permet à beaucoup de gens d'apprendre, de comprendre des choses. Donc moi, je me suis dit, bah, naturellement, ok, bah, j'aime bien faire ça, je vais continuer à expliquer aux gens les ficelles, un peu comment on peut faire certaines choses. Et puis en fait, c'est de façon totalement naturelle. En fait, il y a des gens qui ont vu mon contenu sur Internet et qui se sont dit, bah tiens, tu le présentes super bien en vidéo. Est-ce que ça te dirait, par exemple, de le faire en vrai, donc devant une audience, devant un public, etc., etc. Moi, il faut savoir que je suis pas gêné en public ni rien, donc j'ai aucun problème à parler comme ça face aux gens. Et donc en fait, j'ai fait l'exercice une fois, j'ai adoré, et puis par la suite, voilà, ça s'est développé au point même que là notamment d'ici une dizaine de jours, un peu moins, je vais aller donner une partie de formation chez enfin chez ou à HEC, donc les hautes études Bravo. commerciales qui sont connues, parce que voilà, à un moment donné, il y a le fait de présenter les choses, il y a le fait de les expliquer, et j'ai effectivement ce talent, on peut dire, parce que je sais pas comment, comme je dis, c'est inné, donc pour le coup, je l'ai pas travaillé, de vulgariser le domaine, et en plus, c'est quelque chose qui m'amuse. Donc à partir du moment où tu le fais par plaisir et pas parce qu'on t'a demandé de le faire, ça se ressent directement auprès des gens qui viennent te voir, et tu as directement un feeling qui passe bien, et ça va nickel, quoi. Et du coup, tu es souvent appelé pour des conférences. Je sais qu'on t'a vu à Cryptosphere notamment. Est-ce que tu fais souvent des conférences comme ça au cours de l'année? Ouais, ouais, enfin souvent, j'en fais pas une toutes les semaines, mais ça arrive très régulièrement que j'anime des conférences ou que je participe à des conférences, lorsqu'il y a des meet-up, Ouais. vraiment, et c'est ça que j'aime bien, ça peut être, tu sais, la petite conférence, genre où il y a 10 personnes, on se retrouve dans une petite salle, on fait un petit atelier sympa avec, tu sais, un truc projeté sur un mur à l'arrache, et c'est tout aussi bien. Comme des fois comme tu dis, des présentations dans des grandes salles où tu as vraiment beaucoup plus de monde, tu as quasiment une installation, ou tu as même une installation professionnelle. Donc vraiment, et je me plais autant à faire le tout petit en petit comité que le tout grand, parce qu'au final, c'est pas le même exercice, c'est pas la même façon de travailler, et j'aime autant l'un que l'autre, quoi.
Ah, c'est super intéressant parce qu'il y a des gens qui peuvent être à l'aise en petit comité, dans un meet-up où il y a pas grand monde, mais Mmh. par contre aller après parler sur une scène devant un public, avec le micro, avec, enfin voilà, limite dans une salle de concert, c'est un métier qui est différent et tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Donc si toi tu arrives, bravo. En tout cas, je sais que tout ce que nous on a vu sur toi, chaque fois c'est formidable, donc vraiment bravo pour ce que tu fais, que ça soit sur la chaîne Écoute, bah, YouTube merci. et sur tout le reste. Non, félicitations à toi. Et comment tu sélectionnes les sujets? Comment tu sélectionnes les critères? Est-ce que tu as des critères particuliers pour dire, bah voilà, je veux aller sur tel ou tel sujet que je vais vulgariser? Enfin voilà, comment tu travailles là? Puis après, tu dois aller aussi travailler sur la clarté de tes explications. Comment tu sélectionnes tes sujets et comment tu arrives à faire cette partie-là? Alors, de manière générale, en fait, enfin, en tout cas, avec toutes les interventions, les conférences, et cetera, que j'ai données, on m'a jamais imposé un sujet. Donc on m'a toujours dit: «Voilà, est-ce que tu veux aborder plutôt ce sujet-là, plutôt ce sujet-là?» On me cadre quand même, ou on me dit, par exemple: «Écoute, on va s'adresser plutôt à des débutants complets ou des personnes qui sont déjà un peu plus, exposées, qui connaissent déjà un peu plus l'écosystème». Donc vraiment, ça, je veux dire, je peux m'adapter. Il y a juste, par exemple, il y a des sujets que je refuse d'aborder parce que clairement là, je suis pas du tout un expert dans le domaine. Par exemple, tout ce qui va être, donc faut savoir que moi je ne suis pas, par exemple, je suis pas, développeur. Donc ça veut dire que si on me demande à commencer de parler de programmation, de langage de programmation pour une blockchain, là, je le dis naturellement: «Écoutez les gars, c'est pas mon domaine, moi je sais pas faire ça parce que je suis pas programmeur, donc j'y connais rien». Donc ça, d'office, et très souvent on me le demande pas parce que je le dis d'avance aux gens, je c'est pas mon domaine d'expertise. Et puis il y a des domaines aussi où je suis beaucoup plus à l'aise que d'autres, donc voilà, généralement je sais m'adapter. Il y a juste quelques domaines que je refuse d'aborder parce que je me considère, pardon, pas du tout légitime. Voilà, j'ai pas du tout de légitimité là-dessus. Par contre, sur les domaines que je maîtrise, et comme, je veux dire, comme j'aborde beaucoup de sujets sur ma chaîne, je suis quand même à l'aise avec pas mal de sujets. Donc là, de ce côté-là, j'ai jamais vraiment trop de problèmes, au niveau des domaines qui vont être abordés lors des conférences. Je trouve ça super, super classe en tout cas, le fait que tu dises: «Bah, voilà, je vais aller speaker, à HEC, dans, voilà, des grandes écoles et cetera», où on pourrait se dire: «Bah, c'est super élitiste, Mmh. ils veulent des gens qui ont des grands diplômes, qui ont des grandes choses et cetera», et en fait, ça, je trouve que c'est un beau message en mode, bah, voilà, les gens, enfin, si vous avez une passion, vous avez un truc que vous kiffez et vous mettez de l'énergie et vous arrivez à l'expliquer et apporter de la valeur, en fait, tu arrives tout simplement à apporter de la valeur comme tu le fais au quotidien, et ben, tu as aussi ta place entre guillemets dans les endroits qui normalement sont ultra select, et cetera. Donc, Exact. donc super, super intéressant. En tout cas, on voit qu'au final, chacun fait une façon de réussir entre guillemets, les façons de se frayer des chemins, il y en a autant qu'il y a de personnes sur Terre. Donc ouais, trop cool. Et une question un peu plus, je sais pas philosophique, mais est-ce que toi, justement, le fait de speaker, le fait de vulgariser, est-ce que c'est un peu genre, tu te dis, je give back à cet écosystème? Est-ce que c'est un peu genre une mission sur laquelle ça t'impacte autant que toi tu impactes les gens? Un petit peu, c'est quoi, tu vois, un peu Ouais. qu'est-ce que ça te fait de faire ça au final? Parce que, enfin voilà, entre guillemets, c'est pas pour l'argent. Enfin, j'imagine, t'es pas encore payé 10 000 € de l'heure pour aller Ah non, expliquer. non, la plupart du temps, c'est même totalement bénévolement, hein. Je veux Non, mais dire, voilà, enfin, voilà, quasiment on tout est le temps, c'est d'accord. bénévole, donc Donc, donc s si tu te dis que tu veux devenir speaker pour gagner de l'argent, enfin, en tout cas, moi, tout ce que je fais, non, parce que ça paye pas, et même les rares fois où ça paye, ça te permet juste, de te payer le sandwich, tu sais, après, pour te faire plaisir. Donc faut pas imaginer, de le faire pour l'argent. Alors moi, honnêtement, je me sens pas investi d'une mission en me disant: «OK, il faut que je rende aux gens ou quoi». Donc je le fais vraiment parce que moi, ça me fait kiffer, et je vois en plus que les gens, apprécient, parce qu'à chaque fois, en tout cas, les retours que j'ai eus de toutes les confs, les trucs que j'ai donnés, les gens m'ont toujours dit: «Écoute, c'était génial, j'ai appris des choses, c'était super intéressant, ça je savais pas», et cetera, et cetera. Et en fait, je pense que c'est ça, ma petite victoire personnelle, c'est de se dire: «Bah, voilà, je fais ma presse, j'explique des choses aux gens», et en fait, quand les gens viennent te voir après, ou même plusieurs jours après, ils t'écrivent un message en disant: «Ouais, franchement, c'était vraiment cool» et de ça. Bah, là, je pense que la mission, elle est accomplie. Donc c'est vraiment moi, je kiffe le faire. Je veux dire, même si les gens me disaient: «Écoute, tu super nul, moi j'ai pas aimé», bah, moi j'ai Mmh. aimé le faire, donc voilà, je suis content de le faire. Et si après, bah, comme je disais, comme derrière tu as des retours qui sont
j'ai quasiment je crois même que j'ai pas eu de retour négatif. À mon avis, s'il y a des retours négatifs, les gens me le disent pas, tu super heureux de le faire parce que les gens viennent te voir et disent: «Écoute, c'était super ça, j'ai appris des choses» et cetera. Donc voilà, je pense que c'est ça ma petite victoire perso, c'est quand les gens viennent te voir après et disent: «Écoute, j'ai autant kiffé que toi de la donner, quoi, et Mmh. que de l'écouter, quoi». Ah, trop bien. Ouais, ouais, intéressant en tout cas parce que ouais, on peut, enfin, il peut y avoir «plusieurs motivations» entre guillemets pour faire ça et là, c'est vraiment du give back, à la communauté et ça peut être, peut-être, voilà, des j'imagine qu'il y en a déjà dans ta communauté, mais des gens qui te disent: «Bah, merci, grâce à toi, j'ai pu, mieux comprendre, j'ai pu, investir, j'ai pu, ne pas me casser les pattes» entre Ouais. guillemets, et au final, ouais, ça peut vraiment être, enfin, comme je disais, un peu une «mission de vie» entre guillemets où tu te dis: «Bah, voilà, mon but, c'est d'ouvrir au maximum, de débroussailler, les C'est choses» et ça. ça m'en vient à une prochaine question qui est, justement, c'est vraiment un écosystème qui bouge et on le sait à une vitesse et là, on rentre en bull Mmh. run, on sait que ça va être, la folie et comment est-ce que toi, tu fais pour, rester informé, de toutes les nouvelles choses déjà, est-ce que toi tu cibles vraiment ou peut-être que tu réduis quand même, le nombre de choses? Tu peut-être pas trop dispersé? Genre peut-être il y a des sujets, tu dis: «Bon ça j'y vais même pas. OK, je lis peut-être deux trois trucs, j'ai des newsletters que je lis, mais je le survole, ça m'intéresse pas». Ça c'est la première question et deuxième chose, tout ce qui est, ouais, bons plans, astuces et cetera qui arrive, la nouvelle feature, la nouvelle plateforme, hem, qui arrive, le nouveau airdrop, enfin je sais pas, je dis des choses Mmh. au hasard entre guillemets, mais comment est-ce que tu fais pour rester à jour de ça, tout en créant du contenu qui, on le sait, est quelque chose de très énergivore et quelque chose qui a C'est vraiment clair. ah ouais, bah, on le sait, on le sait vraiment et encore on le fait pas à ton Tu niveau. m'étonnes. Mais vraiment quelque chose qui prend du temps, de l'énergie. Donc, ouais, comment est-ce que tu fais pour, bah, gérer aussi le fait que toi aussi tu remplisses ton verre avant de remplir le verre des autres entre guillemets, quoi? Ah écoute, tu as raison, donc l'écosystème de la crypto-monnaie, ça bouge, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ce que tu as vu en début de semaine ne sera peut-être plus vrai fin de semaine. En fait, il y a pas le choix. En fait, il faut se tenir informé. Alors là, c'est tous les canaux différents. Donc ça peut être, comme tu l'as dit, Twitter est une mine d'informations, c'est, les newsletters, c'est, les forums spécialisés, les Discord spécialisés, les groupes Telegram, ça peut être tout. En fait, c'est vraiment pour le coup, se tenir informé de l'actualité des crypto-monnaies, mais vraiment à fond, c'est un métier à temps plein. Je veux dire, il y a vraiment de quoi faire, un métier. Les créateurs de contenu, notamment, qui vont résumer l'actualité, du moment, tu sais, qui vont te faire des condensés de ce qui s'est passé, pour le coup, c'est un métier de fou parce que comme tu le dis, ça bouge tout le temps. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, je fais un condensé très court en 1 minute, donc ça, c'est très rapide, mais les gars qui te font des condensés comme ça, enfin, pas des condensés, mais justement des infos sur l'actualité en temps réel, c'est énorme. Donc pour le coup, c'est vraiment un métier à temps plein et accessoirement, bah, moi, comme maintenant j'en ai fait mon métier, bah, j'ai envie de dire que ça fait partie de mon job de me tenir informé. C'est vrai que quand tu as un travail sur le côté, une vie de famille, et cetera, bah, tu pas le temps de passer ta journée sur les réseaux à scroller les informations et ça. Et donc il y a un intérêt justement d'avoir ces condensés, ces résumés de l'actu, pour savoir un peu ce qui se passe dans l'écosystème. Alors de manière générale, moi j'essaye de me tenir quand même au courant, des grandes choses, des grands domaines. Mais après, c'est vrai que comme tu le dis, c'est impossible de se tenir à jour sur la totalité de tous les projets, de tout ce qui se passe et tout. Et donc, bah, moi, je vais plutôt me concentrer effectivement sur les grandes généralités, hein, ce qui se passe sur Bitcoin, sur Ethereum, les exchanges, etc., etc. Et puis plutôt sur les projets qui moi m'intéressent ou soit lesquels, enfin, qui m'intéressent juste parce que je suis intéressé par le projet, soit ceux accessoirement dans lesquels j'ai par exemple investi. Donc là, c'est vrai que je vais me tenir très fort informé de ce qui se passe dans l'écosystème, voir un peu ce qui bouge. Et à côté de ça, bah, les projets dans lesquels je suis pas du tout, bah, je suis pas du tout l'actualité. Typiquement, par exemple, Cardano, je suis pas du tout sur Cardano. OK. Hormis quand il y a vraiment des grandes nouvelles, des grosses choses sur l'écosystème Cardano, je vais les apprendre parce que ça va être relayé comme une grosse info. Mais la plupart du temps, les mises à jour, classiques, lambda, les changements, ça me passe à côté parce que il y a plus de je crois qu'il y a plus de 25 000 cryptomonnaies différentes actives. Si tu comptes même pas celles qui sont mortes avant, tu peux pas te tenir au courant des Impossible. 25 000, donc à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, voilà, moi, je me concentre sur la grosse actualité généraliste, plus après les trucs plus spécifiques, mais au projet que je suis. Donc là, il y a quoi? Il y a une dizaine de projets au total, ce qui, n'est dans mon cas, hein, encore une fois, j'insiste, dans mon cas où j'en ai fait mon métier, bah là, c'est clairement gérable. Ouais, c'est clairement C'est clair. gérable et comme tu dis,
il y a aussi ce truc de se dire, pour les gens qui rentrent et qui, comme tu dis, sont noyés au milieu des crypto-monnaies parce qu'il y en a tellement, c'est aussi avoir la bonne méthodologie pour, en fait, peut-être en éliminer déjà, 24 500. Il en reste 500, OK, et là encore, tu as encore des checkpoints par laquelle ils doivent passer pour valider bien ce projet, et vraiment ça, on le répète et on le répétera jamais assez, il faut ne pas investir dans des projets qu'on comprend pas, aller dans des projets qu'on comprend, dans des choses qu'on comprend, pouvoir être sûr de pouvoir éliminer les projets qui, enfin voilà, en fait, juste on comprend pas les tenants, les aboutissants, avoir un plan, de dire: «OK, si je rentre maintenant, en fait, c'est quoi mon plan, de sortir? S'il se passe là, si ça monte, si ça descend, si ça», et cetera. En fait, c'est vraiment, ça reste de l'investissement. C'est important, et je pense que toi aussi, voilà, tu le dis aussi dans le sens où c'est pas à prendre à la légère. C'est pas on prend, toutes les économies d'une vie, on les met sur une crypto, et on dit: «Let's go to the moon», on n'est pas un Bédier. Mais ouais, c'est vraiment, en tout cas, investir en bonne, ouais, avec du bon sens, mais ça s'invente pas au final. Ça s'invente pas, et tous les investissements du monde se font avec des méthodologies. Donc Mmh. donc ouais, super, OK, super intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais justement un petit peu allez, les 3, les 5, les 10, on s'en fiche, mais les quelques conseils clés que tu dirais à vraiment quelqu'un qui débute dans les cryptos et qui nous écouterait en ce moment? Ah, clairement, le premier, c'est de s'informer, que ce soit, voilà, via des vidéos, des tweets, peu importe, hein. Mais s'informer, comprendre ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça fonctionne, avant de se dire justement, «Let's go to the moon». Tu as tellement bien résumé le truc, c'est ça. Avant de se dire: «Let's go to the moon, je vais me faire plein d'argent et ça va être super» et de ça, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment fonctionne une plateforme d'échange, comprendre comment on achète, comment on vend, comment on envoie sur un portefeuille, comment ça se passe une transaction, comprendre la différence entre, par exemple, une transaction sur Ethereum, une transaction sur la BSC, une transaction sur Polygon, comprendre tout ça parce que c'est vraiment, en fait, ça fait partie des bases, des fondamentaux. Quand on est dans l'écosystème depuis longtemps, ça paraît évident, mais pour quelqu'un qui a jamais débarqué, il voit qu'il a une adresse pour du Bitcoin, il voit qu'il a une autre adresse pour de l'Ether. Pourquoi est-ce que son adresse Bitcoin n'est pas la même que Ether? Donc comprendre les bases, les fondamentaux, avant même de mettre le moindre euro, le moindre investissement. Vraiment comprendre comment ça fonctionne, les bases et de ça, pour que à partir du moment où les gens vont commencer à jouer avec de l'argent, ils le perdent pas bêtement. En tout cas, pas bêtement sur les trucs classiques, à savoir: «Ah j'ai envoyé des Ethers sur une adresse Bitcoin, je comprends pas pourquoi je les ai pas reçus». Pour éviter ce genre de grosses bêtises qui arrivent encore très souvent, parce que là, on le dit, quand on est dans l'écosystème, ça paraît évident. On se dit: «Mais non, qui peut se gourer encore?» Bah non, quand vous débarquez dans l'écosystème, que vous en avez jamais Ouais. entendu parler, ça peut arriver. Donc vraiment s'informer, comprendre comment ça fonctionne, c'est le point, crucial. Et je dirais le deuxième point, tu l'as abordé, juste derrière, c'est de comprendre dans quoi on investit. Quand vous investissez dans un projet, il faut comprendre ce qui se cache derrière. Même quand c'est un même coin qui repose que sur un sentiment d'appartenance à une communauté ou autre, il faut comprendre dans quoi on met les pieds. Et encore plus quand on a des projets, des fois, avec des principes technologiques qui sont très compliqués, hein. Ouais. Quand on commence à aller vers des projets d'intelligence artificielle, ça peut aller très loin au niveau de la complexité, de la technicité. Et donc, je pense que c'est important de comprendre. Alors, je dis pas aux gens qui doivent lire tous les white papers et les comprendre sur les doigts de la main. Il y a un moment donné une part où on dit: «OK, j'accepte que, 5, 10, 15% de tout le projet, je le comprends pas». Mais tu peux pas arriver sur un projet en disant, «J'ai un pote qui m'en a parlé, il m'a dit, c'est to the moon, donc je mets, 100 000, 10 000 € dessus parce qu'on m'a dit to the moon». Non, il faut comprendre dans quoi on investit. Et ça, ça fait partie du travail de recherche. Même si effectivement, des fois, il y a des gens qui vont poser de l'argent sans rien comprendre et qui vont gagner, tant mieux pour eux. Mais on ne parle pas assez de tous ceux qui ont mis de l'argent sans rien comprendre et qui ont perdu. Donc ça fait partie malheureusement du jeu. Et je pense que comprendre dans quoi on investit, ça évite déjà d'investir dans tout et n'importe quoi. Totalement, totalement, et je rajouterais peut-être une troisième petite chose à ce que tu as ajouté, c'est tout simplement suivre la chaîne YouTube, de Monsieur TK. Je pense que c'est aussi le meilleur endroit pour avoir les bonnes informations. On Tu essaye. n'as pas osé le préciser parce que tu es quelqu'un d'humble et félicitations, mais effectivement, je pense que c'est important de suivre ta chaîne YouTube pour avoir le bon niveau d'information et des informations au quotidien. Et
justement, par rapport à ta chaîne YouTube, comment on en vient à créer une chaîne et comment on vient pour développer une communauté comme tu l'as développée? Au jour d'aujourd'hui, enfin plutôt à ce jour, tu as une des plus grosses communautés francophones sur YouTube sur le secteur des crypto-monnaies. C'est incroyable, bravo, ça c'est énormément de travail, on en a parlé juste avant. Comment tu penses que tu fais la différence par rapport à d'autres, qui sont beaucoup plus petits et qui travaillent mais qui explosent pas autant que toi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à justement développer ça? C'est la façon peut-être de vulgariser. Est-ce que tu peux nous en dire plus, hein, comment on développe une chaîne YouTube, à ce point? Comment tu le enfin, au point que tu l'as fait toi-même? Alors, je répondrai en 2 temps. La 1re chose, OK. c'est que moi, en tout cas, quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis lancé vraiment, entre guillemets «pour le fun». Je me suis pas dit, tu vois? Je suis pas arrivé en me disant du jour au lendemain: «Je vais créer une chaîne YouTube autour des crypto-monnaies et je vais la développer, et je vais en faire un métier, un business et cetera et cetera». Parce que moi, au final, avant ma chaîne YouTube, j'avais un blog, un petit blog où j'écrivais, en fait, indirectement ce que je fais sur YouTube à l'heure actuelle, hein, donc voilà, mais c'était, il y a c'était en 2016, donc c'était, il y a très longtemps. Et en fait, à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit tout simplement: «Écoute, les blogs, et cetera, les articles, c'est super intéressant, mais est-ce que tu ferais pas une fois du contenu en mode vidéo?» Et en fait, c'est là que j'y suis allé. Je me suis dit: «Bah, tiens, je fais, des articles, pourquoi pas en faire des vidéos?» Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. Donc je me suis pas dit un jour: «Tiens, j'ai envie de vraiment de créer une chaîne ou quoi». C'est vraiment, moi, j'avais fait une chaîne YouTube, je m'étais dit: «Bah, voilà, les gens qui la regardent, tant mieux». Il y avait pas encore, à ce moment-là, je m'étais pas dit: «Tiens, j'ai envie d'avoir, 10 000, 100 000, 1 000 000 d'abonnés, je vais le développer». Donc après, c'est vrai que faut être totalement honnête, hein, à partir du moment où ça commence à prendre, et cetera, tu commences à te prendre au jeu et tu dis: «OK, dans un truc qui était, rigolo, sur le côté, qu'on faisait comme ça sur le côté vraiment, sans être très sérieux, bah, ça tu peux en faire vraiment un business et en vivre», puisqu'à l'heure actuelle, vraiment, c'est devenu mon métier, hein, c'est ce qu'on disait. Je vis maintenant à temps plein des crypto-monnaies de manière générale. Donc ça, c'est la 1re Bravo. chose. Et la 2e chose, par rapport aux autres, en fait, je pense qu'il y a c'est comme toujours, je pense qu'il y a de très bons créateurs. J'en regarde beaucoup des petits créateurs de contenu, qui font du travail, un travail de qualité de dingue, qui font des fois même des travails d'analyse, de recherche qui sont beaucoup plus poussés que des gros, et je me mets dedans, hein. Dans les gros, je me mets dedans. Des fois, les mecs vont beaucoup plus loin, et cetera et cetera, et indirectement, c'est un peu triste car des fois, ils ont pas la reconnaissance, Mmh. suffisante compte tenu du travail qu'ils ont poussé. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de très, très bonnes chaînes, mais il y a également aussi malheureusement maintenant beaucoup je vais pas dire de mauvaises chaînes, mais des chaînes qui sont de moins bonne qualité. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé, sur YouTube, autour des crypto-monnaies, bah, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. Moi, j'ai commencé, je crois que, j'ai commencé un peu en même temps, peut-être un peu avant Asher, parce que Asher avant avait une chaîne, mais qui n'était pas dédiée aux crypto-monnaies. Il était plutôt dans les paris et de ça, sportifs, je crois. Et donc après, il a basculé sur la crypto parce que lui aussi, il est tombé dedans et il est parti. On avait, Cryptomatrix qui faisait déjà de la revue d'actualité, et Ouais. cetera et cetera. Donc on n'était pas nombreux et on était tous sur des thématiques un peu différentes. Tu vois, Asher, c'était vraiment la vulgarisation, de tout. Tu avais, Cryptomatrix qui était sur la revue d'actualité. Moi, par exemple, à l'époque, j'étais fort sur le minage de crypto-monnaies. Et donc, en fait, les gens, quand ils allaient sur YouTube, et les francophones, hein, je parle parce que les Américains, les Anglais étaient déjà bien développés. En fait, tu n'avais pas beaucoup de choix. Tu allais soit chez l'un, soit chez l'autre, etc., etc. Et donc, il n'y avait pas énormément de choix. À l'heure actuelle, il y a énormément de créateurs de contenu, d'autant plus que depuis que le bull run a redémarré, puisqu'effectivement, pendant qu'on était dans le bear, donc fin 2022-2023, il y avait quand même pas beaucoup de créateurs, hein. Il y en a beaucoup qui sont apparus depuis pas longtemps, et pour le coup, c'est pas une pique. Tant mieux qu'il y ait des créateurs, des nouveaux créateurs, parce que comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu crées une chaîne, YouTube dédiée à la crypto-monnaie, bah, tu as, les toutes grosses chaînes qui sont déjà bien implantées, tu as les chaînes, on va dire, moyennes qui commencent déjà à bien se développer, tu as plein de petites chaînes. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de faire la différence. C'est-à-dire que tu dois avoir soit un style très particulier, soit une Mmh. façon d'analyser, très poussée, ou une façon de présenter les choses qui est très, très professionnelle ou autre. Parce que, bah, voilà, si au final tu fais du contenu classique, bah, il y a déjà, 10 autres chaînes YouTube qui font la même chose que toi avec peut-être des petites différences, et donc ça va être plus difficile de percer à l'heure actuelle. Je pense que je devrais recommencer une chaîne YouTube à l'heure actuelle en repartant de zéro, et en imaginant que les gens oublient qui je suis, hein, donc que je n'ai pas la notoriété que j'ai de ça. Je pense que je galérerais beaucoup plus à sortir du lot par rapport à d'autres, parce que voilà, il y a beaucoup de contenu de très bonne qualité sur des petites chaînes, mais il y a beaucoup plus de concurrence également aussi.
Ouais, c'est clair. Bon après c'est le jeu aussi, hein, faut toujours être le premier. Ça c'est important. Je crois que c'est Jack Ma de, de Alibaba qui disait: «Don't be the best, be the first», quelque chose comme ça. Ouais. Donc en tout cas, je crois qu'il faut vraiment plutôt être le premier que le dernier, même si tu es le meilleur et toi, tu as la chance que tu es les 2, c'est que tu vulgarises super bien, tu es un des meilleurs là-dedans et en plus de ça, tu es un des premiers donc bah, voilà, c'est jackpot et bravo pour ça. Parce que c'est jamais facile, hein, de démarrer, de se lancer et toi, tu le fais et tu le Mmh. vulgarises et en plus, tu mets de l'énergie parce que maintenant ta chaîne donc elle a plus de 5 millions de vues, cumulées, donc c'est quand même Ouais. énorme. Elle a combien de temps, cette chaîne? Lancé en 2018, 2018, je lance la chaîne, C'est fou, YouTube, hein? puisque comme je dis, hein, donc j'ai commencé en 2016. En 2016, j'avais un blog, 2016-2017 le blog, 2000 fin 2017, début 2018, je lance la chaîne YouTube, et au début, je le faisais, c'était une chaîne YouTube, mais comme je le disais, hein, donc j'avais un travail à côté, voilà, je faisais des vidéos quand j'avais un peu le temps, quand ça allait, et cetera, et cetera. Et en fait, c'est à partir de 2021, mi à fin 2021 que là, je passe à temps plein sur, YouTube et donc où, tout mon temps, je peux le consacrer, aux réseaux sociaux et notamment à YouTube puisque YouTube fait partie de mes réseaux, numéro 1 quoi. Mais tu vois, après, je veux revenir sur un point, parce qu'on me dit, enfin, un point super important, c'est que il y a démarrer et il y a être constant. Et au final, là, on parle de 6 ans de constance, Mmh. avec un rythme. Il y a combien de vidéos sur ta chaîne? Plus de 500 je crois à l'heure actuelle. Donc voilà, non, mais tu vois, enfin, il y a démarrer, OK, cool, les cryptos, c'est cool, je vais faire une chaîne YouTube, et il y a avoir la constance, la discipline et de vraiment, treat like a business, et comme tu dis, bah, ça a pris, mais tu aurais pu te dire: «Bah, ouais, ça prend, mais au final, je m'en Ouais, fiche quand même et je fais pas le truc». Tu as eu quand même le switch, le courage de dire: «OK, vas-y, je vais faire all-in, je vais, me professionnaliser et je vais être constant et je vais être constant», et même en bire, même quand on sait très bien que, bah, du coup, tout est un peu plus lent, et vraiment ce truc, cette particularité qui est là, pour avoir échangé avec de nombreux créateurs de contenu aussi dans cet écosystème, c'est qu'au final, souvent, bah, les vues, elles sont corrélées au Bitcoin, quoi. Je sais mmh. pas si toi tu Ah subis, enfin tu subis, ou en tout cas tu as ce ressenti-là? Ouais? C'est clair, c'est clair. Tu as dit, 2 choses qui sont super intéressantes. Il y a d'une part la constance, parce qu'effectivement, tu as des créateurs de contenu qui se lancent à l'heure actuelle où le marché est plutôt porteur et tant mieux, hein, encore une fois, je leur jette pas la pierre. Mais lorsqu'on sera en bear, il y aura plus personne qui regardera ou très peu les chaînes et cetera, ou que ce soit les chaînes YouTube ou le contenu Twitter ou Instagram, que sais-je, voir si, les gens vont continuer. Parce que ça, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est vrai que des fois, tu fais des vidéos. J'invente. Avant, tu faisais 20 000 vues et tu fais la même vidéo avec la même qualité, le même travail et de ça, et tu fais plus que 1000 vues. Tu te dis, est-ce que ça vaut toujours la peine que je continue à le faire? Donc il y a d'une part cette constance-là liée au marché. Et là, le deuxième point, c'est ce que tu disais, c'est que la quantité de vues, en tout cas l'attrait pour le travail que l'on fait, est directement corrélé au marché des crypto-monnaies et notamment au marché du Bitcoin. C'est-à-dire que on en rigole souvent entre créateurs de contenu, mais c'est un des plus beaux indicateurs techniques, hein. On dit toujours les indicateurs, tu sais, tu regardes les supports, les résistances, drapeaux ascendants, etc., etc. Un indicateur de bull run, c'est clairement les vues sur les chaînes YouTube. On avait d'ailleurs quelqu'un qui avait fait, je crois que c'était CryptoPixel, qui avait mis en corrélation le nombre de vues que fait Asher. Donc encore une fois, comme c'est généralement Asher est une grosse porte d'entrée pour la crypto-monnaie, par rapport au prix du Bitcoin, et c'est corrélé à mort. C'est-à-dire que vraiment, quand le Bitcoin s'effondre, plus personne regarde les vidéos d'Asher, enfin plus personne, proportionnellement à ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et au contraire, quand le Bitcoin redécolle, ses vues augmentent, et quand le Bitcoin tape des sommets, pareil, ses vues aussi. Donc c'est vrai que c'est une façon de travailler qui est particulière parce que par exemple, tu serais un créateur de contenu, je sais pas, sur un autre domaine, les jeux vidéo par exemple, en moyenne, bon, en fonction de quand les jeux sortent, mais tu as toujours plus ou moins une constance. Nous, c'est vrai que c'est pas du tout constant. Quand le marché va être là, c'est là qu'il faut vraiment donner, donner, donner. Et tu sais que pendant quelques mois, ça va aller très bien. Et puis pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça va être le fond, et il y aura plus que les vrais habitués, les purs, les durs, qui eux regardent ton contenu quoi qu'il arrive, mais tu auras beaucoup moins de vues, d'interactions que d'habitude, ça c'est clair.
Justement, par rapport au contenu, on sait que quelque chose qui est important pour les créateurs de contenu, bah, c'est la communauté et bien sûr la Mmh. tienne, on sait qu'elle est très, très importante pour toi. Est-ce que tu adaptes, ton contenu à la demande du public et de ta communauté? Ou est-ce que tu pars sur un focus et c'est pas forcément quelque chose? En général, la communauté vraiment sur l'évolution personnelle comme professionnelle, ça impacte énormément et est-ce que toi, tu prends le temps justement de regarder ce que demande ta communauté pour aussi travailler des sujets à la demande de ta communauté? Alors, oui et non. En fait, la OK, réponse, c'est tout simplement en fait, premièrement, je parle de ce qui me plaît. C'est-à-dire que si, par exemple, même si la communauté était à fond sur un domaine, mais que moi ça m'intéresse pas et cetera, je vais pas me forcer à faire du c'est contenu clair. qui me plaît pas. Mais ce qui est cool et c'est ça que j'adore pour le coup, comme tu le disais, ma communauté, en fait, on a un sentiment d'appartenance qui est très fort, on se retrouve très fort dans de nombreux domaines, ce qui fait qu'en fait, très souvent, quand il y a même un domaine qui anime qui anime la communauté, bah, très souvent, si moi j'en ai pas entendu parler, la communauté m'en parle et alors ça va m'animer aussi, et vice versa. Donc c'est vrai que je fais pas de contenu à la demande parce que voilà, je fais ce qui me plaît, mais très souvent, et c'est ça qui est cool avec la communauté que j'ai, comme je les connais bien et comme eux aussi me connaissent bien, bah, on a énormément de points communs et très souvent on se retrouve sur les mêmes sujets. Et donc, au final, je fais pas du contenu pour leur faire plaisir, mais directement, le contenu qui leur fait plaisir, c'est le même que moi. Donc, ça se met bien, quoi. Ouais, puis de toute façon avec une communauté après plus enfin tu peux pas satisfaire tout le monde au bout d'un moment et plus la communauté elle est grande et plus, enfin voilà, tu peux faut avoir un mécanisme de: «OK, j'écoute un peu, mais pas trop non plus. S'il y a une bonne idée, je la prends», mais au final, enfin comme tu dis, tu fais du contenu aussi qui te plaît à toi et c'est ce qui fait ta marque personnelle et c'est ce qui fait que Mmh. les gens te suivent. Donc et si tu te mets à écouter tous les commentaires et dire: «Ah OK, faut que je fasse ça parce qu'il me l'a dit», enfin je pense que tu perds cette flamme de créer du contenu quoi aussi donc Ouais. ouais je pense que c'est un juste un milieu et dans tous les cas tu peux jamais rendre tout le temps, tout le monde «content» entre guillemets. Peut-être on te dit: «Bah vas-y, fais un peu moins de live, fais des vlogs» et d'un autre côté tu vas être là: «Bah non, non en fait nous on veut que des lives, on s'en fout des vlogs» entre guillemets. Donc au final, comme tu dis, avoir deux trois concepts, les réitérer, tu sais que ça marche bien, tu sais que c'est cool, Mmh. toi ça te plaît de les faire et c'est ta marque de fabrique parce que c'est ça aussi, c'est vraiment la marque de fabrique. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait que les gens se suivent une personne, c'est qui est cette personne? Ouais. Et c'est ce qu'on essaye de décrypter encore plus dans nous, notre podcast. En tout cas, c'est vraiment notre idée, c'est que derrière chaque projet, il y a des personnes et que les gens vont suivre des projets aussi beaucoup pour les personnes qu'il y a derrière et on le voit en termes de marque personnelle. Les personal brands, elles sont toujours beaucoup plus suivies que les marques en elles-mêmes. Bien Je sûr. prends les figures emblématiques, je prends, je sais pas, Elon Musk entre guillemets. Si on prend le total de ses followers sur toutes les plateformes et on regarde ces entreprises, bah, ces entreprises, elles ont peut-être un dixième de toutes les personnes qui le suivent parce qu'au final, c'est les gens qui portent les projets, quoi. Donc ouais, en tout cas, ouais, intéressant et ouais, je pense que c'est faut faire la part des choses entre OK, qu'est-ce que ma commu elle aime bien et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Parce qu'au final, c'est moi qui suis derrière la caméra Mmh. tous les jours. Donc C'est ça. c'est pas se retrouver dans 3 mois en burn-out en disant: «Voilà, c'est bon, je fais des trucs que j'ai pas envie de faire», donc c'est la chance Le aussi plus d'être, de faire ça, quoi. Mais bon. le plus dur, je dirais, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que, comme ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux, en fait, j'ai une communauté qui a grandi avec moi. Donc j'ai vraiment Mmh. des gars qui sont là depuis le départ et qui sont toujours présents et franchement, je les en remercie d'être toujours présents. Accessoirement, il y a des nouveaux. Donc en fait, la grande difficulté, c'est de jongler, en tout cas pour Ouais, moi, hein, c'est de jongler entre du contenu, très poussé, très technique pour les mecs qui sont là depuis longtemps et qui veulent pas savoir, ils en ont rien à faire de savoir comment on utilise un portefeuille parce que ça fait autant de temps que moi qui sont là-dedans. Et accessoirement, faire du contenu très accessible, mais où tu sais que les autres, bah, les gars, ils disent, bah ouais, mais écoute, mec, moi j'ai 10 ans de blockchain aussi. Je vais pas regarder du contenu sur comment je sécurise mes bitcoins sur un ledger, par exemple. Donc en fait, c'est un peu ça le, totalement. le, le truc. Quand tu as une grande communauté qui est ancienne et nouvelle, bah, il faut jongler un peu. Donc c'est vrai que des fois, je fais du contenu plus pour les nouveaux. Et c'est vrai que là, des fois, on me le reproche un peu. On me dit juste, ah bah écoute, ça c'est pas super intéressant, on connaît déjà. Et je comprends tout à fait. Et des fois, je fais du contenu très technique et il y a des gars qui disent, écoute, je sais pas faire déjà une transaction sur Bitcoin.
qu'est-ce que je vais aller m'embêter par exemple avec un truc beaucoup plus technique. Donc voilà, j'essaye de contenter un peu tout le monde en parlant toujours de choses qui m'intéressent, mais c'est vrai que ça implique des fois de devoir jongler et des fois de ne pas répondre aux attentes de tout le monde parce que bah, tu as aussi bien des nouveaux que des anciens. Ouais, c'est sûr, c'est sûr et les nouveaux, ils vont aller chercher juste l'apprentissage et les autres quelque chose de beaucoup plus technique et plus en profondeur Ouais. et souvent les nouveaux, ils sont aussi là pour gambler, ils sont là pour jouer, donc ils sont là pour aller récupérer deux trois informations que tu pourrais leur partager, parler d'un shitcoin ou d'un memecoin juste avant qu'il explose, enfin voilà ce genre de choses et c'est bien sûr pas forcément ce qu'il faut faire et par rapport à ça justement, quelles sont un petit peu tes prédictions. Alors pas en termes de crypto, mais quelles sont plutôt, tes prédictions sur le marché blockchain à l'heure actuelle? Quelles sont tes prédictions sur la partie, crypto sans forcément mettre en avant une crypto, hein, mais voilà, qu'est-ce que tu Mmh. penses actuellement, du marché? Est-ce qu'effectivement on commence à être en bull run? Est-ce que gentiment ça commence à grandir? Est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut être patient? C'est quoi ta vision pour les prochaines années, de cet écosystème? Ça tombe bien parce que c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Ah non, OK, le alors tu teases en même temps, c'est cool, génial. non, non, On mais la c'est mettra en vrai pour le coup. description. Pour le coup, ça tombe bien. Alors, encore une fois, ça dépend l'objectif de temps qu'on vise. Donc, c'est-à-dire, si on vise un objectif de temps court terme, c'est-à-dire les prochaines semaines, les prochains mois, en ce qui me concerne, je m'attends à pas grand-chose, hein. On a le halving qui va arriver, qui est ultra pricé, c'est déjà totalement analysé, et cetera, et cetera. Donc, honnêtement, je m'attends à pas grand-chose au niveau du marché. Peut-être même une petite correction, hein. Alors, correction, ça veut pas dire qu'on retourne à 10 000 $, hein. Ça veut dire peut-être une petite baisse, etc., etc. Donc ça, je ne serais pas étonné d'avoir ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec notamment plutôt la fin de l'année qui serait beaucoup plus intéressante. Généralement, le mois d'octobre, le mois de novembre sont beaucoup plus porteurs. Donc voilà, moi, je mise beaucoup plus pour ça. Par contre, sur un objectif long terme, tu me parles de 4, 5, 10 ans, je reste ultra confiant dans l'écosystème. C'est-à-dire que vraiment, quelqu'un qui me dirait, écoute, je voudrais me positionner sur un objectif de temps à 10 ans, est-ce que tu penses que le Bitcoin sera mieux positionné qu'à l'heure actuelle sur un objectif de temps aussi long? Je te dirais clairement que oui. Et voilà, donc vraiment, je pense que l'écosystème est encore très jeune, malgré qu'il ait déjà une dizaine d'années. 10 ans dans la tech, c'est rien hein, pour le coup. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se développer, beaucoup Totalement. de choses qui vont apparaître. Il y aura probablement de nouvelles crypto-monnaies. Il y aura probablement des crypto-monnaies qui, à l'heure actuelle, sont très bien, qui vont peut-être mourir, qui vont peut-être disparaître. Ça, je ne le dis pas. Mais globalement, je pense que l'écosystème va se développer et que donc, sur le long terme, ça va être, entre guillemets, que du positif. Mais voilà, vraiment, un peu ma vision. Court terme, pas grand-chose, pas ouf, plutôt fin d'année. Et par contre, long terme, clairement, tranquille, quoi. Trop bien. Bah, super, super intéressant ta vision et je pense elle va plaire à beaucoup de gens. Moi, je me pose une question, c'est quelle est aussi ta vision sur toute la partie, évolution de la régulation, notamment en France et en Europe? Donc en France, bah, c'est, pour l'instant le PSAN, en Europe, c'est MiCA à partir de l'année prochaine. Comment tu vois, cette partie-là? Est-ce que tu vois que ça va impacter potentiellement, bah, les investisseurs, les utilisateurs, les youtubeurs, peu importe? Est-ce que tu vois que ça peut avoir un impact là-dessus? Ça peut aussi être un avantage et une force et voilà, on ne sait pas trop un petit peu comment le vivre. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur justement la partie régulation qui est en train de se mettre en place? Ouais, clairement. Donc, premièrement, déjà, comme tu l'as dit, ça nous impacte déjà. En tout cas, nous, enfin, en tout cas, moi et tous mes collègues, entre guillemets, créateurs de contenu, on est directement impactés effectivement par cette régulation parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Euh, pour un bien, on va dire, hein, ça évite justement d'avoir le Far West que ça pouvait être avant. C'est vrai que ça retire certaines opportunités, mais ça en apporte d'autres. Donc ça, c'est vraiment pour la partie créateur de contenu, donc c'est déjà actif, ça impacte déjà. Par contre, pour ce qui est vraiment donc de monsieur et madame tout le monde et donc bah, là, je me mets aussi dedans parce que je suis au final un investisseur comme n'importe qui d'autre. Hem, je dirais que c'est une mauvaise chose d'un point de vue des libertés. Ça va réduire considérablement les possibilités au niveau de ce qu'on pouvait faire à l'heure actuelle. On parle notamment, hein, d'une censure au niveau notamment des crypto-monnaies anonymes et autres et cetera et cetera. Donc là, voilà, moi qui suis plutôt pour une liberté totale, ça va à l'encontre malheureusement de mes convictions là-dessus. Ouais, Mais c'est je pense, clair. si on veut excuse-moi? Je dis: «C'est clair». Ah, pardon. Et je pense par contre que si, on se met d'un point de vue, global, et ben, malheureusement, si on veut vraiment, onboarder donc embarquer, cette Le fameuse public. masse adoption dont on parle tant, bah, il y aura pas le choix. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait de la masse adoption, il faut avoir
un cadre légal, il faut encadrer parce qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent très bien ce qu'ils font, mais malheureusement, il y a des gens qui savent pas trop ce qu'ils font et qui peuvent très vite faire des bêtises et donc c'est important de mettre un cadre. Ce qui est dommage, c'est que ce cadre, voilà, quand on a connu, ce qu'étaient les crypto-monnaies avant, et plus on est ancien dans la crypto, plus on sait à quel point ça pouvait être, le Far West. Le Far West, ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Donc voilà, c'est vrai que, ça peut être frustrant de se dire qu'on va mettre des barrières, qu'on va encadrer le truc et cetera. Mais je pense que c'est un passage obligé. Après, si on me dit, enfin, si on fait partie des gens qui disent: «Bah non, il y a pas besoin d'avoir une masse adoption, on est très bien comme on est à l'heure actuelle et pas besoin d'en rajouter», bah, effectivement, à ce moment-là, ça a pas trop lieu d'être. Maintenant, je pense que voilà, Ouais. c'est, en tout cas, à l'heure actuelle, comme c'est parti, il y aura pas de marche arrière. Je veux dire, demain, l'Europe va pas dire: «Oh bah, tout compte fait, Mika, c'était une mauvaise idée, on abandonne tout et on laisse tout repartir comme avant». Donc, je pense qu'en fait, maintenant, voilà, il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on a le droit de pas être d'accord, de pas l'accepter, mais avoir lieu, ça va avoir lieu. Voilà, on a le mécanisme est déjà trop loin lancé, que pour qu'une marche arrière soit faite. Donc, j'ai envie de dire, c'est malheureusement inévitable et c'est peut-être dommage pour l'écosystème, hein. Voilà, c'est dommage parce que la crypto-monnaie, ça devait pas être ça, ça devait justement être, une liberté totale. Mais voilà, c'est comme ça, on sait rien y faire malheureusement. Ouais, c'est sûr et puis après, bon, ça protège quand même les investisseurs et ça peut permettre de montrer que c'est pas tant scammy que ça, parce que pour beaucoup de gens, c'est Exact. du Ponzi. Enfin, tu connais tous les mots qui reviennent et le fait que ça soit régulé, les gens vont commencer à le regarder d'une manière différente et effectivement, Mmh. bah, le retail, le public, mass adoption, tout ça va commencer à arriver. Quand on parle justement du public, du retail et des gens qui commencent à arriver sur le secteur, bah, je pense que tu le sais très bien, on a tous entendu parler de l'ETF Bitcoin. Quel est ton avis par rapport à ça justement, sur ce fait que, bah, voilà, il y a l'ETF Bitcoin qui est maintenant en place. Pareil, Mmh. est-ce que c'est positif, négatif? Ça va permettre peut-être de faire rentrer des gens, par l'ETF dans l'écosystème. Est-ce que ça peut être une vision, enfin, voilà, ton avis peut-être par rapport à ça? Est-ce que ça pourrait potentiellement détruire le Bitcoin? Juste le renforcer? Est-ce que ça pourrait, abîmer le marché? Peut-être avoir des monopoles? Parce qu'on sait que quand BlackRock va quelque part, c'est rare qu'il a à la fin moins que 50% des parts. Donc C'est vrai. comment ça se passe? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, l'avis, il est comme d'habitude enfin, en 2 parties. D'une part, en tant que pur investisseur, tu l'as dit, ça apporte des nouveaux investisseurs, ça apporte une masse, d'argent considérable. Donc en tant qu'investisseur, tu dis: «Bah, c'est génial parce que ça apporte de la liquidité énorme au bitcoin et donc ça peut, faire grimper son prix» et cetera et cetera. Donc ça, c'est vrai que quand tu es investisseur, c'est très cool. Par contre, au niveau de la philosophie de bitcoin et ce que devrait être bitcoin, c'est un non-sens complet puisque, le bitcoin justement c'est s'affranchir justement de tout ce qui était la finance traditionnelle, les banques, les contrôles, les fonds de gestion et là tu fais rentrer le plus gros loup possible dans la bergerie. Donc c'est un non-sens au sens même, enfin pour la philosophie de bitcoin, ça va à l'encontre de tout ce que bitcoin combattait depuis des années. Ça aurait dû normalement d'ailleurs, enfin on peut pas l'empêcher parce qu'on n'a pas la force d'empêcher, que ça se produise. On aurait dû, boycotter cela, mais comme accessoirement on est également des investisseurs, bah, on se dit: «Bah oui, mais voilà, si le bitcoin est monté aussi rapidement à 70 000 et a dépassé même son ATH avant le halving, bah, BlackRock et les autres, hein, parce qu'ils sont plusieurs, n'y sont pas, inconnus et donc voilà, c'est un peu les doubles faces d'une pièce, quoi. Tu as un bon côté qui est l'apport de liquidité, mais le mauvais côté, c'est que, est-ce que Bitcoin avait besoin de ça réellement? Non, clairement Ouais, Bitcoin c'est sûr. fonctionnait très bien sans ça et il y avait pas besoin de ça, quoi. Il y a des gens qui disent que c'est rassurant, que BlackRock soit dans l'écosystème, parce que s'ils sont dans l'écosystème, ça va être plus difficile de l'interdire. Souvent, les dernières années, on disait: «Oui, bah, le bitcoin, ça peut être interdit dans certains pays, donc si c'est interdit dans certains pays, peut-être qu'ils peuvent supprimer le bitcoin», parce qu'à la limite, supprimer la blockchain, c'est impossible, mais l'interdire, à des Français, bah, d'en acheter ou d'en posséder qu'on habite en France et cetera, ça, c'est quand même une possibilité. Maintenant qu'il y a cet ETF Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bon, bah, maintenant, c'est plus possible de l'interdire, en fait». Maintenant qu'il y a des BlackRock, il y a des gros, enfin, qui sont même plus puissants que des États pour une grosse partie du temps, ils sont là-dedans. Maintenant, il ne va plus y avoir d'interdiction. C'est aussi ton avis par rapport à ça?
Exactement, ça c'est certain, OK. ça a donné une légitimité, énorme à Bitcoin. Mmh. Tu le on en a parlé, hein, en début ici. Alors on disait, hein, Bitcoin, enfin les cryptomonnaies de manière générale, tu sais, c'est, la drogue, tout ce que tu veux sur le dark web, c'est que les geeks et cetera. Bah non, là avec ce grand fonds-là, BlackRock et les autres, hein, ça a donné une légitimité et une raison, réelle à Bitcoin. Donc ça, c'est vrai que ça apporte quand même cet avantage-là de se dire, bah ok, c'est pas qu'un truc de geek, c'est pas qu'un truc pour acheter de la drogue ou des armes sur Internet, donc c'est réellement quelque chose qui peut être intéressant. C'est pour ça que je dis, voilà, ça a double tranchant, ça a un bon côté, un bon côté, ça a un mauvais côté, et donc je pense qu'il n'y a pas de, comment dire, enfin. Maintenant, en plus, encore une fois, c'est fait, c'est fait. Le seul point, comme tu le disais, c'est de se dire, est-ce que c'est bien raisonnable que des fonds d'investissement, tu l'as dit, hein, quand BlackRock va quelque part, il a généralement plus de 50% des parts ou Ouais, pas loin. Est-ce que c'est une bonne chose pour le long terme? Sur le court terme, on a vu que ça avait fait monter le prix de Bitcoin, donc au niveau prix, c'est pas mal. Mais est-ce que sur le long terme, est-ce que c'est une bonne chose que BlackRock ait comme ça la main dessus et indirectement, entre guillemets, je vais pas dire l'État américain, mais la plupart des grands fonds d'investissement qui sont sur enfin là pour le coup c'est un ETF américain, donc tu vas me dire c'est normal que ce soit des plateformes américaines, mais BlackRock, il est américain, les autres ils sont aussi américains. Donc là indirectement c'est un ETF, donc des institutionnels classiques qui entrent dans Bitcoin et majoritairement des institutionnels des d'origine Am américaine. Et ouais, donc ça rend un petit peu d'une certaine façon le Bitcoin américain plutôt que mondial, ce qu'il était à la base. totalement. Est-ce que aussi c'est une bonne ou une mauvaise chose? Honnêtement, voilà, chacun est libre d'avoir sa propre opinion là-dessus, mais voilà, maintenant c'est le cas en tout cas. Et tu penses qu'à court terme, on va voir d'autres ETF arriver? Par exemple, le TH et cetera? Ouais, je pense qu'en fait, à partir du Ouais? moment où la boîte de Pandore a été ouverte avec, Bitcoin, c'est plus qu'une affaire de temps avant que d'autres ETF arrivent. Le seul point particulier, en tout cas en ce qui concerne, Ethereum et les autres cryptomonnaies qui fonctionnent justement en proof of stake, c'est de voir si elles ne seront pas considérées comme des securities ou C'est non clair. par la SEC. Mais à partir du moment enfin, là, tu as déjà Bitcoin qui a été validé, donc ça veut dire que potentiellement les autres cryptomonnaies qui fonctionnent en proof of work peuvent l'être aussi. Et Mmh. si, j'invente, hein, imaginons demain, tu avais un ETF Ethereum, là, c'est la porte ouverte. Ça veut dire qu'il y a plus de problème au niveau de la security ou pas et donc que tu peux avoir n'importe quel, ETF, valide pour ces blockchains-là donc mais je pense que la je sais plus qui disait, je crois que c'était JP Morgan qui disait: «La question, c'est pas de se dire s'il va y avoir un ETF Ethereum, mais c'est plutôt quand il y aura un Quand, ouais. ETF Ethereum» et je pense que c'est ça. C'est plus une question de temps que de savoir s'il va exister ou pas. Très intéressant. C'est très intéressant. On sait qu'un des premiers, enfin le premier achat, bitcoin a été, bah, des pizzas à l'époque. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà été un acheteur, bah, en bitcoin? Est-ce que tu as déjà payé en bitcoin dans la vie réelle? Si oui, c'était quoi ton premier achat en bitcoin? Premier achat en bitcoin, je pense que c'était du matériel informatique pour le minage, Ah, notamment. Il y avait des sites qui acceptaient le paiement en bitcoin, donc ça a été un des premiers cas d'usage, je pense. Et puis maintenant, cool. c'est vrai que je vais pas dire que ça s'est répandu, mais ça devient entre guillemets «un peu plus accessible» qu'avant et donc ça arrive, quand notamment dans certains bars, certains restaurants, il y a la possibilité de payer en bitcoin via notamment le Lightning Network, hein. Tu passes par le Lightning. C'est clair. Quand il y a la possibilité, c'est vrai que de temps en temps, je le fais parce que c'est rigolo. À l'heure actuelle, perso, je préfère garder mes bitcoins plutôt que de les C'est dépenser, clair. mais voilà, je l'ai déjà fait. Bah, au moins pour l'expérience. Voilà. C'est, l'expérience de le faire une fois, puis de temps en temps, c'est fun. Tu vois qu'il y a le petit logo, tu te dis: «Vous pouvez payer là», comme ça et tout. C'est ouais, c'est vrai, c'est vraiment très intéressant. J'ai une question par rapport aux monnaies de banque centrale qui commencent à voilà, qui commencent aussi à parler enfin, à faire parler d'elles. Hem, Gentiment pour, dire voilà, on pourra de plus en plus payer avec les monnaies de banque centrale, un petit peu comme on pourrait payer avec le bitcoin, enfin chacun a son avis qui est différent. Qu'est-ce que toi tu penses justement des monnaies de banque centrale? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver vite et peut-être encore augmenter, la valeur perçue du monde des cryptos? Est-ce que c'est quelque chose qui va pas arriver demain et on en reparlera à l'occasion? Qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense que malheureusement, pour le coup, c'est un incontournable parce que ça fait partie effectivement de ce qu'on disait juste avant avec la loi MiCA, et cetera. Donc ça fait partie de la suite logique du développement, en tout cas au sein même de l'Europe, hein. C'est une volonté de l'Europe d'imposer et de proposer, ce genre de choses. Moi, je vois pas trop l'intérêt d'avoir, voilà, ce genre de «crypto-monnaie» entre guillemets C'est proposées sûr. par des banques centrales, sachant qu'on a déjà des systèmes qui fonctionnent très bien, hein, là-dessus.
Donc je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est avoir un contrôle supplémentaire, hein. Je comprends bien que le but, c'est de contrôler ce qui se passe et que qu'on sache quand vous envoyez, 1000, euros de, monnaie de banque centrale, on sache où vous les envoyez, à qui, pour faire quoi, et cetera, et cetera. Ça, je l'ai bien compris, mais moi, je vois pas en tant qu'utilisateur à l'heure actuelle des crypto-monnaies, je vois pas ce qui me ferait l'utiliser plutôt qu'autre chose. La C'est seule clair. chose, ce serait d'interdire, par exemple, les stablecoins, les autres crypto-monnaies sous forme de stable. Et là, ce serait te forcer la main, mais ce serait un très mauvais signal envoyé parce que clairement, on te dirait: «Ah, tu plus le droit d'utiliser ça, mais regarde, nous, on propose exactement la même chose, mais comme il est hyper contrôlé, tu peux l'utiliser». Bah voilà. Je comprends la logique que l'Europe a derrière, mais je vois pas du tout l'utilisation, en tout cas dans mon cas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, je pense qu'il y a pas grand monde qui la voit pour l'instant. Il y en a qui Je pense disent que pas. ça va pas arriver demain, donc il y en a qui disent que c'est beaucoup trop compliqué pour qu'il y ait un euro numérique maintenant. Il y en a qui le voient, à plus de 3 ans, 4 ans, voire plus, donc on aura le temps de le voir venir. Peut-être que ça va augmenter de la sécurité, je sais Mmh. pas trop. Mais toi, justement, par rapport à la sécurité, qu'est-ce que tu recommandes actuellement, comme matériel ou comme, process pour justement, protéger les actifs? On sait que, bah, voilà, il y a des plateformes qui, de temps en temps, peuvent planter. On a parlé de Mongox, FTX, Terra Luna, et cetera. Enfin, voilà, il y a plein d'écosystèmes qui sont parfois dangereux. Qu'est-ce que toi, tu recommandes en termes de sécurité, justement, pour, éviter ce genre de problème? La 1re, c'est effectivement bon, premièrement, c'est le fameux, «N'investissez que ce que vous êtes, capable de perdre». Ça, c'est certain, hein. Il faut pas je le dis toujours, mais c'est vrai qu'à force, ça peut paraître embêtant et idiot, mais c'est vrai que, le quand tu investis, tu dois investir entre guillemets «de l'argent que tu es prêt à perdre». Il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais personne n'est prêt à perdre de l'argent». Mais l'argent, en fait, que tu es prêt à perdre, c'est sûr, personne n'a envie de perdre de l'argent, mais l'argent que tu es prêt à perdre, c'est l'argent que tu aurais mis, par exemple, pour aller, au cinéma, pour aller faire un resto, pour ce genre de choses. C'est pas l'argent qui te permet de payer ton loyer, qui permet, si tu as des enfants qui Totalement. vont à l'école, de payer l'école, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est le 1er conseil. Le 2e conseil, c'est effectivement, de faire très attention avec les plateformes d'échange, puisqu'encore une fois, le but d'une plateforme d'échange, c'est dans son nom, c'est de permettre d'échanger les crypto-monnaies. Son but, c'est pas d'être un coffre-fort et de sauvegarder, de protéger, pardon, vos crypto-monnaies. C'est une façon de le faire, mais c'est pas la meilleure des façons de le faire. Et donc effectivement, il existe des différents types de portefeuilles. D'une part, ce qu'on appelle les hot wallets, donc les portefeuilles chauds que tu peux installer sur ta machine directement, hein. C'est typiquement, un MetaMask, un Keplr, je sais pas moi, un Zelcore, il y en a plein. Donc ça, c'est des portefeuilles qui sont gratuits, qu'il suffit d'installer sur sa machine et qui permettent déjà d'avoir une couche de sécurité supplémentaire par rapport à la plateforme d'échange. Et puis après, la sécurité optimale, c'est le fameux, hardware wallet, le wallet physique, typiquement le Ledger, le Trésor, le Satoshi, et cetera, et cetera. Donc qui là sont le niveau optimal, le niveau maximal, pardon, de sécurité. Et De en fait, moi, protection, je oui. fais partie de ceux qui disent souvent qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire que je pense réellement qu'il y a un intérêt à avoir, un petit peu de crypto-monnaie sur un exchange, notamment si vous êtes trader et que vous voulez pouvoir, réaliser des opérations rapidement. Il est important d'en avoir sur des hot wallets pour réaliser des opérations à un moment donné s'il vous faut un peu de réactivité. Et si vous avez, comme moi, entre guillemets, «une vision long terme», c'est intéressant d'avoir le hardware wallet pour stocker sur des objectifs de temps de 1, 2, 5, 10 ans, que sais-je. C'est un peu ça. Donc en fait, pour moi, il y a pas une solution idéale. En fait, il y a plein de solutions différentes qui s'offrent à chacun en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc pour moi, il y a un intérêt à avoir, un peu toutes ces fonctions en place, parce qu'en plus, comme ça, si jamais vous aviez un problème sur une seule, ben il y en a qu'une seule Ah qui est oui. compromise. C'est ça l'intérêt. Dans le pire des cas, tu perds qu'une partie, même si c'est toujours embêtant de perdre. Alors que si tu as tout mis dans le même truc et que c'est compromis, bah là, tu as tout perdu. Et ça, c'est très embêtant. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est pas forcément optimum. Bah, en tout cas, merci de nous avoir conseillé sur cette partie-là. Est-ce que tu peux aussi, une des dernières choses qui est important pour nous, c'est la partie du staking. On sait que tu es pro là-dedans, Ouais. enfin, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu es très bon. Est-ce que tu peux, avec tes mots simples, comme tu sais, tu es un très bon vulgarisateur, est-ce que tu peux, avec tes mots simples, expliquer, bah, c'est quoi staker? C'est quoi le staking? Et pourquoi c'est devenu un moyen populaire de générer des revenus passifs? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous donner deux trois informations là-dessus?
Ouais, alors premièrement, le staking, c'est un mécanisme de validation d'une blockchain. Donc avant même de rapporter de l'argent, hein, c'est vraiment un mécanisme qui permet d'assurer le fonctionnement d'une blockchain, donc d'assurer sa sécurité, de valider les blocs, de valider les transactions que l'on va mettre dans les blocs. Donc vraiment, c'est un mécanisme qui permet à une blockchain de fonctionner. Donc c'est un processus qui est indispensable à partir du moment où la blockchain fonctionne dans ce mécanisme-là, parce qu'effectivement, l'autre grand mécanisme, hein, c'est le proof of work, donc le travail dont on parlait en début avec les machines pour réaliser le minage. Le staking est effectivement très intéressant puisque tu n'as pas du tout cette contrainte de devoir avoir une machine à la maison qui va consommer de l'électricité, faire du bruit, générer de la chauffe, etc., etc. Parce que très souvent, c'est relativement accessible, hein. Il y a la possibilité de faire du staking directement depuis la plupart des portefeuilles de crypto-monnaies que tu possèdes. Donc c'est vrai que c'est très simple. C'est accessible aussi en termes de budget, puisque la plupart Ah du oui, temps, on parle de delegate proof of stake, donc qui est une sous-catégorie du staking, qui permet donc de déléguer justement des fonds à un node validateur, par exemple, et ce node validateur va générer effectivement enfin, il va sécuriser la blockchain, il va générer des revenus qu'il va vous reverser. Et donc, c'est vrai que c'est accessible à partir de, j'ai envie de dire, à partir de 1 euro, tu peux faire du staking. Là où effectivement, dans du minage, par exemple, bah, il te faut directement une machine, ça va te coûter des centaines, voire des milliers d'euros. Donc c'est vrai que le staking a un côté très intéressant, très accessible pour le grand public. On l'a dit, ça se fait des fois en 2-3 clics depuis un portefeuille. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal sexy, ça a ses avantages. Maintenant, vous en doutez, s'il y a des blockchains qui fonctionnent toujours en proof of work, c'est parce que le proof of work a aussi des avantages et d'autres avantages. Il a des inconvénients comme le staking. Donc en fait, il y en a un peu pour tout le monde. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fonction de ce que les gens apprécient, les gens aiment, bah, tu as des blockchains qui fonctionnent en proof of work, des blockchains qui fonctionnent en proof of stake, donc en staking, avec en plus à chaque fois toutes les variantes possibles et imaginables. Et donc c'est une façon facile effectivement de générer un revenu grâce au staking, puisque comme on le disait, hein, donc les nodes, parce qu'on parle de nœuds validateurs plutôt qu'une machine là pour le coup, qui va valider les transactions, sécuriser la blockchain, etc. Bah, tout travail mérite salaire, donc le validateur il va toucher des récompenses, et ces récompenses elles vont être reversées aux personnes qui font du staking sur son node. Donc typiquement, si vous déléguez sur un node validateur et que ce node validateur valide un bloc, sécurise la blockchain, bah, il vous reverse une part des gains générés. Donc c'est ça qui est très facile et très accessible pour même quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, quoi. super, et j'imagine que ça, c'est les conseils que tu peux donner si on réserve sur ton site internet un call avec toi, parce qu'on a la possibilité d'aller sur ton site internet. Donc, bah, vous allez voir le lien en vidéo, puis bien sûr, on va mettre le lien tout en dessous sur les rediffs. On peut aller sur ton site internet, on peut réserver des calls avec toi. On peut, justement avoir des retours positifs, des services, de l'aide. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, quels sont les différents, services que tu peux proposer aux personnes qui réservent un call avec toi? Ouais, en fait, en gros, là, encore une fois, hein, désolé, je fais beaucoup de choses différentes, mais en gros, ça dépend déjà, premièrement, Vas-y, si je hein. travaille avec un professionnel ou avec un particulier. Moi, je fais les deux, hein, donc je Ouais. travaille aussi bien avec des grosses boîtes de sociétés où je fais notamment soit du consulting, soit de la veille technologique. Par exemple, je les tiens informés des nouvelles sorties de crypto-monnaies, par exemple en proof of work, les nouveaux projets intéressants, etc., etc. Ça, c'est vrai que c'est plutôt à destination des pros, mais j'ai aussi des particuliers qui viennent me voir et pour le coup, c'est vraiment ça peut aller vraiment dans tous les domaines. Ça veut dire que des fois, j'ai des gens qui me disent, écoute, j'y connais rien à la crypto-monnaie, j'aimerais bien un rapide condensé de tout ce qui est possible. Et là, on voit ensemble un peu comment fonctionne une blockchain, comment fonctionne un portefeuille, comment envoyer. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. J'ai des gens qui viennent me voir, qui me demandent des questions plus techniques sur notamment le staking. Comment est-ce que je peux faire du staking de façon optimisée? Quelles sont les différences entre ces deux projets-là? Voilà, j'ai pas bien compris, etc., etc. C'est valable également ce que j'explique là pour le staking, c'est valable pour le minage. Alors, j'appellerais, je sais pas si je peux appeler le terme coaching, hein, mais voilà, notamment des gens qui viennent me voir avec, par exemple, qui cherchent à optimiser leur portefeuille d'investissement. Ils ont, par exemple, des fois, il y a des gens, ils ont une vingtaine ou une trentaine de crypto-monnaies différentes et ils me disent, bah écoute, c'est vrai que 30 cryptos à suivre, c'est un peu compliqué. Comment est-ce que je pourrais réduire? Quel projet est-ce que je pourrais retirer, etc. Et alors moi, notamment, bah, du fait que je connais énormément de projets parce que j'ai analysé énormément de choses et notamment voir, par exemple, des projets qui pourraient faire doublon, des projets qui pourraient être dans la même narrative et se dire, ok, entre les deux, est-ce que tu as vraiment besoin d'être positionné sur les deux ou quoi ou quoi? Donc c'est vraiment de l'optimisation, du conseil, indirectement un peu de la formation, si je puis dire. C'est vraiment accessible parce qu'en fait, c'est vraiment un moment privilégié entre la personne
et moi. Donc ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, ça peut même être beaucoup plus. J'ai des gens qui viennent de façon récurrente et j'ai des gens qui viennent une fois. J'ai aussi bien des gens qui viennent avec un problème précis. Il me dit écoute, j'ai ça qui va pas, aide-moi à le résoudre. On le résout et puis c'est terminé et tout va très Mmh. bien. Et j'ai des gens qui viennent plus régulièrement pour des opinions, des changements, des optimisations, etc., etc. Donc vraiment, ça touche tout le monde. Et côté professionnel aussi, comme je le disais, avec de la veille technologique, du consulting, de l'optimisation, etc., plutôt à destination des pros dans ce cas-là. OK, bah, super intéressant. Donc voilà, si jamais vous avez besoin, bah, n'hésitez pas à contacter directement Kevin, sur les différentes adresses qu'on va vous partager, Mmh. que ça soit son adresse mail, il est présent partout sur YouTube. Enfin voilà, n'hésitez pas à le contacter, il est très ouvert. On arrive gentiment, Kevin, à la fin, bah, du podcast et on a toujours, tendance à laisser le mot de la fin à notre invité. Donc le mot de la fin, ça peut être une astuce, une anecdote, ça peut être un message à ta communauté, ça peut être quelque chose que tu veux partager, de nouveau, ça peut être une invitation à rejoindre ton univers, peu importe. Ça peut être vraiment ce que tu veux, donc ça peut être 3 secondes comme 2 heures, c'est toi qui décides, tu as le mot tu le mot de la fin. Donc on t'écoute. Bah, premièrement, je voudrais vous remercier pour l'invitation parce que ça a été un réel plaisir et pour le coup, j'ai vraiment pas vu le temps passer donc je suis super content. Je Génial. pense que voilà, là, ça a été, enfin, on a présenté ici une facette de moi, de ce que je suis au quotidien, etc., etc. J'ai envie de dire que s'il y a des gens qui veulent justement en apprendre plus, voir un peu ce que je fais, etc. Je pense que le plus simple, c'est vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur mes réseaux, hein, que ce soit voilà YouTube, Twitter, etc. Voir un peu le genre de contenu que je propose, voir si ça peut les intéresser ou pas, parce que je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui me disent, écoute, c'est pas le genre de contenu que moi je recherche. Et donc, il y a aucun problème avec ça. Je pense que voilà, la plupart des gens en tout cas qui regardent ma chaîne énormément restent. Donc je pense quand même que j'ai quand même un Ouais, contenu il y a de la qui est valeur. un peu différent, qui est un peu atypique, j'ai une façon de présenter les choses qui est très différente, un peu comme tout le monde, hein, je pense on a tous notre patte artistique si je puis dire, et je pense que si effectivement à l'heure actuelle en tout cas je fais partie des plus gros au niveau de la création de contenu, notamment sur YouTube, c'est que bah, je pense que je me débrouille pas trop mal dans ce que je fais. Et donc je pense que le mieux c'est que chacun aille voir pour se faire sa propre opinion. Et encore une fois, j'insiste, Totalement. s'il y a des gens qui n'aiment pas, il y a aucun problème avec ça. On peut pas plaire à tout le monde, j'assume totalement. OK, bah, merci, merci pour ce partage. La dernière petite anecdote en tout cas, voilà, je pense que c'est Voilà. important et nous on invite tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube, faire son propre opinion. Il y en a sûrement, beaucoup de gens déjà qui te suivent donc voilà et bravo pour ton travail encore une fois. Bravo pour la facilité que tu as de vulgariser et on invite aussi tout le monde à aller voir ton site internet, te contacter, Mmh. faire ce qu'il faut avec toi s'ils veulent avoir plus d'informations. Bah, merci Voilà. beaucoup Kevin en tout cas. Bravo encore une fois pour ton travail. C'était vraiment un plaisir, bah, de t'accueillir sur le podcast de Token Talkers et on aura la chance nous, on avait encore plein de sujets à voir avec toi, on avait encore plein de questions. Bah, on aura l'occasion de refaire un podcast Mmh. ensemble. D'ici plusieurs mois, il y aura sûrement des nouvelles news de ton côté parce qu'on sait que tu as un esprit brillant, puis tu as plein d'idées, donc tu te développes tout le temps, tu fais plein de choses. Donc on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci Avec beaucoup grand en tout cas. plaisir. Merci À à très Merci. vous et à la vite. prochaine. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.